Bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas déjà vus ce matin ou dans l'après-midi et tout ça, bon, je reconnais quelques têtes quand même, y compris des qui, bon, je me dis, attention, là, toi je te tiens à l'œil, hein, attention. On a beaucoup parlé tout le week-end de Campbell, un monsieur qui s'appelait Campbell, et du voyage du héros, du cycle du voyage du héros, avec entre autres comme exemple Luke Skywalker. Et du coup, je suis très embêté parce que moi, j'avais prévu de faire toute mon intervention là-dessus. Comme on n'a pas arrêté d'en parler, je vais quand même faire mon intervention là-dessus parce que j'ai pas eu le temps de préparer une autre intervention. Mais je vais pouvoir partir dans une petite digression aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que alors pour resituer, vous connaissez tous Luke Skywalker, vous connaissez tous Simba le Roi Lion, Harry Potter, ça vous dit quelque chose, Connor McLeod, le roi Arthur, et vous apercevez, ou Neo dans Matrix, vous apercevez qu'en fait, si vous dégagez chacune de ces histoires, de ces oripeaux propres, c'est-à-dire que bon, le roi Simba, c'est un animal, le Connor McLeod, c'est un Écossais, etc. Luke Skywalker, c'est un petit con, il y a plein de et Neo aussi. C'est des personnages qui se ressemblent quand même pas mal au départ, qui partent gamins de rien, et puis qui vont devenir des héros, qui vont se réaliser, avoir des destins phénoménaux, au prix d'épreuves terribles. Et si vous faites un tableau avec chacun de ces personnages, avec Simba, Luke, Neo, Harry Potter, vous pouvez cocher des cases, il y a même un jeu à boire à faire à la limite avec ça, avec le truc, ah oui, alors il est orphelin. Et vous trouverez quasiment, dans chacune des histoires, vous trouverez 90% des trucs qui se recoupent. Il est orphelin, il va perdre de toute façon il va être arraché de toute façon même au semblant de vie qu'il avait. Il va être confronté à des événements qui vont lui faire peur. Il va refuser au départ ce départ. Il va trouver un mentor qui va l'aider éventuellement à franchir ce seuil. Il va perdre le mentor, donc c'est souvent des histoires basées sur la perte. Il va être confronté à sa propre ombre, à tout son côté obscur, et c'est pas du tout anodin que le côté obscur, la notion de côté obscur revienne carrément au propre dans certaines de ces histoires. Il va triompher de tout ça, triompher de tout ce qu'il pouvait avoir de mauvais en lui, en affrontant la mort. Éventuellement en subissant la mort, mais il va en revenir purifié de tout ce qui pouvait le retenir, et il va s'accomplir en tant que guerrier, sorcier, homme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le schéma du monomythe campbellien, et on va revenir un petit peu en arrière, là, parce que c'est très popularisé depuis justement Star Wars. George Lucas et surtout son producteur Gary Kurtz sont les premiers à avoir utilisé complètement consciemment le livre où Joseph Campbell expliquait cette mécanique qui remonte, en fait, il fait remonter à Hercule, à Gilgamesh, à plein d'autres personnages très anciens. Le Star Wars est la première saga utilisant consciemment ça, mais vous remontez sur Tolkien, vous apercevez que, avec Bilbo Baggins, on n'est pas loin non plus alors c'est parfois plus symbolique, effectivement, Bilbo Baggins n'est pas confronté à la mort elle-même, mais le passage sous la montagne où il est confronté à Gollum, on est quand même dans une imagerie qui est celle de la mort, du passage dans le pays des morts. Gollum étant, avec son côté phosphorescent, etc., il est spectral. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a échappé trop longtemps à la mort, et ça va devenir aussi un des moteurs de la saga. Donc, peu ou prou, on peut faire rentrer Bilbo dans ce tableau, on peut faire rentrer Frodon dans ce tableau, on peut faire rentrer Aragorn. Enfin, on s'aperçoit que plein de personnages chez Tolkien peuvent rentrer à 60 ou 80% dans le tableau que j'ai fait avec Skywalker. Et que plus vous remontez, vous avez d'autres personnages sur lesquels ça fonctionne. Pour revenir donc sur qui est Campbell, qui était Joseph Campbell, et comment il a travaillé, on va revenir sur une notion qui est celle de mythologie comparée. La mythologie comparée, c'est quelque chose qui a toujours un peu existé, ça existe déjà depuis ce qu'on appelait l'interpretatio romana, quand les Romains conquéraient un pays. Plutôt que de détruire les temples, ce que fera l'Église catholique par la suite, ce que feront les églises chrétiennes et les monothéismes globalement par la suite,
plutôt que d'abattre les temples, ils vont dire ok, bah vous avez un dieu du ciel, bon on va dire que c'est le même que Jupiter, c'est votre nom pour Jupiter, et puis voilà, vous continuez à l'adorer, et les Gaulois adoraient le Jupiter gaulois qui était Taranis, qu'ils adoraient le Mercure gaulois qui était Lug. Alors les Romains n'étaient pas forcément très regardants, ils grattaient pas forcément très en profondeur, donc on a parfois des contresens, des dieux qui effectivement sont interprétés d'une certaine façon par les Romains, et en fait quand on regarde un peu de près, ça colle pas. Entre Mercure et Lug, il y a des correspondances, mais c'est pas non plus, c'est pas nous, c'est pas forcément la première équivalence qu'on irait trouver. Les Romains ont l'habitude à ce niveau-là, parce qu'on parle de mythologie gréco-romaine. S'il y a un truc, une espèce de monstre, la mythologie gréco-romaine, c'est un monstre qui n'existe que parce que par la faute des Gaulois. Les Gaulois ont pillé Rome, l'histoire des oies du Capitole, de malheur aux vaincus, etc. C'était un cataclysme pour Rome, qui était une grosse bourgade à l'époque. C'était pas du tout Alix. C'était vraiment un truc assez fragile qui commençait à avoir du pouvoir sur la région alentour. Les Gaulois débarquent, crament tout. On a perdu. Les Romains n'avaient pas forcément beaucoup d'archives écrites. Il y avait aussi beaucoup d'archives orales. Quand on bute 10 000 personnes et qu'on crame les temples, il n'y a pas de souci. Bonjour. Forcément, une partie des archives est perdue, et les gens qui derrière vont essayer de reconstituer et l'histoire de Rome et la mythologie romaine sont embêtés. En plus, comme les Romains sont pas forcément, ils ont une vision très formelle de la religion. C'est pas non plus une religion qui s'appuie beaucoup sur des mythes. Les mythes existent, mais ils sont pas rappelés lors des rituels. Le religio pour les Romains, c'est de relier le corps social, et donc on communie. Alors c'est pas une communion au sens chrétien du terme, mais en se retrouvant pour le sacrifice à Jupiter ou à Quirinius ou à Mars, on communie dans un élan populaire, et derrière, les mythes qu'il y a derrière sont pas forcément très importants. Au moment où c'est perdu, on sent quand même un vide, et ils vont importer, quand ils rencontrent les Grecs, ils s'aperçoivent que ça colle, et ils vont réimporter des choses, avec là aussi des contresens. C'est-à-dire que par exemple Minerve, qui est une divinité étrusque qui est adoptée très tôt par les Romains, c'est une déesse de la sagesse. Athéna, non. C'est-à-dire que maintenant on dit Athéna, oui, déesse de la sagesse, c'est une connerie, si vous me permettez de parler, d'utiliser un terme technique. C'est-à-dire que Athéna, c'est une déesse de la guerre, et de la guerre qu'on pratique avec la ruse. C'est la guerre qu'on pratique avec sa tête plutôt qu'avec ses bras. C'est les dieux que patronne Athéna vont être des dieux comme Ulysse, les héros que patronne Athéna vont être des gens comme Ulysse, qui vont se servir de la ruse, et éventuellement d'une lance, mais pas d'une massue. La massue, c'est pour les brutes, c'est pour Hercule, c'est pour des dieux comme ça, qui sont le guerrier, l'image du guerrier à la massue, c'est un qui viendra par la suite l'image du guerrier à l'épée, c'est l'image de la brute épaisse quand même. Ça va être Hercule, ça va être beaucoup d'autres personnages de ce genre-là. Donc les Romains ont cette passion de l'interprétation. Ça va buter quand ils essaient de dire ah mais le Yahvé des Juifs c'est Jupiter. Là ils vont avoir un sérieux problème parce que les Juifs de Jérusalem sont pas du tout. Alors, il y a des Juifs hellénisés à Alexandrie ou dans le reste de l'Empire qui veulent bien entendre ça, mais les Juifs de Jérusalem certainement pas. Et donc là il y a un énorme problème qui finit très mal. Puisque vous savez peut-être, en 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem est détruit, les Romains ont réglé le problème de façon définitive, à leur manière. C'est un chef breton de la même époque qui disait, de toute façon, les Romains rasent tout, et après ils disent, on a instauré la paix. Bon, on en connaît d'autres à notre époque qui procèdent un peu de la même manière. Le tapis de bombe, etc., les frappes qui n'ont de chirurgical que le nom. Là aussi, on fait de la comparaison. D'ailleurs, vous noterez que c'est des outils qui peuvent s'appliquer. Comparaison n'est pas raison, mais c'est précisément ce dont on parle là. De comparer les mythologies pour essayer de les faire coller ensemble. Donc, ça colle pas toujours bien. C'est parfois les mêmes cartes distribuées de façon différente. Mais les Romains font ça très tôt. D'autres peuples vont aussi pratiquer ce genre de choses. Il va y avoir des accrétions des peuples qui se réunissent. Les Sumériens et les Akkadiens vont fonder la Mésopotamie. Ils vont trouver des équivalents entre Inanna et Ishtar, et ainsi de suite. On avance un petit peu, fin du XVIIIe siècle. Un diplomate anglais qui est en poste en Inde veut étudier la culture hindoue en remontant aux sources et s'aperçoit que la langue sacrée, le sanskrit,
il trouve des choses qui lui semblent tout à fait surprenantes, des mots qui ont la même structure que des mots qu'il a, le type comme tout lettré de l'époque connaît un peu de grec et connaît de toute façon le latin, s'aperçoit qu'il y a des machins qui marchent pareil. Bonjour, non, vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci. S'aperçoit qu'il y a des trucs qui marchent pareil. Il va, alors, je vous disais, on fait un tableau, on coche les cases. Il va faire exactement ça et s'apercevoir que le sanskrit est une langue qui a des parentés formelles des parentés structurelles très fortes avec le latin, le grec et pas mal d'autres langues européennes. Et de proche en proche, on va découvrir une espèce d'entité linguistique qui est les langues indo-européennes qui vont du sanskrit, l'hindi, l'ourdou, l'iranien, le hittite. On connaît pas encore le hittite à l'époque, on le découvre après, on s'aperçoit qu'on est encore dans des langues et puis les langues germaniques, celtiques, latines, etc. Et on va s'apercevoir qu'il y a pas forcément une langue originaire commune, mais que c'est des langues qui, très tôt dans l'histoire, se sont influencées les unes les autres, ont peut-être été portées par des peuples frères ou cousins, et que ça s'est étalé en se transformant à chaque halte. À partir de là, les questions se posent. C'est si les langues, Tolkien ne démentira pas, il était linguiste et lui pratiquait comme ça, une langue signifie aussi une culture, c'est-à-dire qu'une langue n'est jamais déconnectée d'un substrat culturel qui l'a fait naître. Donc, des peuples qui vivaient dans un univers mythifié avaient des mythologies. Et on a commencé à comparer, est-ce que les dieux indiens, les dieux nordiques, les dieux grecs, romains, celtes et hittites et bien d'autres, est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent, et puis aussi pratiquer ça en sortant du domaine purement européen avec la mythologie chinoise, les mythologies africaines et ainsi de suite, les mythologies sud-américaines. À partir de là, des érudits vont vraiment se pencher là-dessus. Il y a un gros jalon qui est un monsieur qui s'appelait Fraser, qui écrit plusieurs bouquins, dont une énorme somme assez colossale qui s'appelle le Rameau d'or, où il va avec les outils d'analyse qu'il a à l'époque, donc il y a des contresens, il y a des choses qui collent pas forcément, mais il va essayer de trouver des invariants. C'est-à-dire que dans toutes les mythologies du monde, on va trouver des déluges, ou des cataclysmes initiaux, et éventuellement des cataclysmes finaux qui bordent le monde des hommes. Il va trouver des dieux de la végétation, des dieux solaires qui meurent au printemps pour renaître après. Et ça, il y en a des paquets. Qui meurent au printemps, se relèvent pour régénérer le monde avec eux. C'est-à-dire que d'un coup, on s'aperçoit que, par exemple, le Christ qui meurt crucifié en Galilée, à Jérusalem, au 1er siècle, est pas quelque chose qui est sorti de rien. C'est-à-dire qu'on a Tammuz à Babylone, qui lui aussi, dont le symbole est un T qui ressemble beaucoup à une croix, et qui est aussi un instrument de supplice, et qui lui aussi meurt au printemps pour permettre la régénération du monde. Il y a Osiris, il y en a des caisses. Et on découvre tout un tas de correspondances de ce genre-là dans les panthéons, par exemple, dans les grands mythes fondateurs. Un autre jalon, à partir des années 30, c'est Dumézil, Georges Dumézil, qui au départ est élève de linguiste, et puis qui va se passionner pour l'étude des mythes indo-européens, et qui va y discerner des structures qu'il croit propres au domaine indo-européen. La réalité est sans doute un peu plus compliquée. Pour ceux qui étaient là un peu plus tôt, en début d'après-midi, on en a parlé, il y a par exemple les trois fonctions, ce qu'on appelle les trois fonctions, c'est-à-dire qu'une société complète, au sens de Dumézil, une société divine complète, contient un dieu de la souveraineté, voire deux dieux de la souveraineté qui se partagent, et on va revenir là-dessus, qui se partagent l'un, la souveraineté dans son domaine politique, et puis l'autre, la souveraineté dans son domaine beaucoup plus sacralisé. Ça peut être la même personne, ça peut en être deux. Des dieux de la violence, de la force, de l'usage de la force, ça va être les dieux de la guerre et les dieux qui défendent le monde des dieux contre les géants, contre les influences extérieures. Et puis des dieux de la fertilité, de la richesse, de la production. Donc, et c'est un système un système de triade. Il y a d'autres systèmes de triades dans d'autres mythologies qui sont pas fondés de la même façon. Il y a des triades astrales. Chez les Babyloniens et les Sumériens, par exemple, on a un dieu lune à l'échelon supérieur, un dieu la planète, l'étoile du matin, Vénus, à l'échelon immédiatement qui suit, et en dernier un dieu solaire qui meurt au printemps pour régénérer le monde. En Canaan, ça va être Baal, par exemple.
mais il y en a d'autres. Et donc on peut avoir des triades comme ça qui existent beaucoup dans l'Antiquité, à l'âge du bronze notamment. Et puis il y a des triades plus cosmiques, ça va être le dieu du ciel, le dieu de la terre, le dieu de sous la terre et le dieu de la mer, avec juste la terre qui n'a pas de dieu tutélaire de cette puissance-là. C'est ce qu'on trouve chez les Grecs par exemple. Donc on a ce genre d'analyse de panthéon, de structure mythique forte, et à partir des années 40, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell qui lui va appliquer, alors il va parler de monomythe, et à mon avis c'est un peu dommage parce que ça brouille les pistes. On pourrait parler de monoépopée, ça on en avait déjà parlé avec Laurent. Moi je préfère parler de monoépopée, c'est-à-dire qu'il va prendre le héros épique. Donc le héros qui va surmonter des épreuves phénoménales, et il va s'apercevoir que de la même manière qu'on a trouvé des invariants dans le mythe du dieu mourant et souffrant pour régénérer le monde, qui verse son sang pour régénérer le monde, qu'on va trouver des invariants sur le meurtre sacré du taureau qu'on retrouve dans les mythes iraniens avec Mitra, dans les mythes babyloniens avec Gilgamesh et Enkidu abattant le taureau céleste, ou dans l'île de Crète où il y a de toute façon l'histoire du Minotaure et toutes sortes de rituels de tauromachie, et l'abattage du taureau Apis en Égypte, il y a des choses qui se retrouvent de part et d'autre et qui ont à peu près la même signification. Donc lui, il va se préoccuper du héros épique. Et donc, il va écrire un énorme bouquin qui s'appelle alors il y a plusieurs, c'est Hero with a Thousand Faces. Il y a eu 3 ou 4 éditions françaises, donc on parle souvent les visages du héros, le héros aux 1000 visages, enfin il y a eu 3 ou 4 éditions avec chaque fois des titres différents. Et il va analyser ça, alors avec un côté un peu réducteur, c'est-à-dire qu'il ne va voir que ça, et il y a d'autres structures épiques même. Par exemple, Achille et Cuchulainn, qui ont été étudiés par un comparatiste qui s'appelle Bernard Sergent, ont effectivement des éléments de voyage du héros, mais il n'y a pas du tout le côté orphelin qui se cherche, qui va chercher ses origines, etc., puisqu'ils savent d'où ils sortent, et ils savent déjà quelle mission ils vont avoir dans la vie très jeunes. C'est-à-dire que ce soit pour Achille ou Cuchulainn, c'est le choix qui se présente à eux, c'est vivre longtemps, heureux, mais de façon obscure, ou vivre vite, fort et faire un beau cadavre très tôt, être le plus grand guerrier de tous les temps. Donc c'est toujours gênant quand à 2 endroits où on a 2 plus grands guerriers de tous les temps, mais bon, c'est le chacun voit midi à sa porte, qui sont Achille, l'histoire est connue, il choisit effectivement la guerre. Cuchulainn, le héros irlandais, a priori contemporain, s'il a existé, il était contemporain soit du Christ, soit de César, de grosso modo sur cette tranche de temps-là. On lui propose, comme tout jeune guerrier, il doit choisir des armes, il choisit les plus puissantes. On lui dit, mais attention, il y a un prix à payer avec elle, c'est qu'effectivement, avec ça, si tu choisis directement cette lance, cette épée, etc., tu seras effectivement le plus grand de tous les guerriers. Mais tu mourras très jeune. Et les textes irlandais nous disent qu'il meurt à 17 ans. C'est quand même, à l'époque, il est déjà, ça fait des années qu'il est en âge de porter les armes, mais 17 ans, on peut convenir que c'est jeune. Mais on en parle encore 2000 ans après. Donc, quelque part, oui, il a gagné cette éternité-là par son combat. Mais Campbell ne peut pas, le schéma campbellien ne gère pas correctement ces héros tragiques. Il ne gère pas, par exemple, l'autre fils d'Ulysse. Tout le monde connaît Télémaque, celui qui est Télémachos, celui qui va se battre au loin, et donc il va se combattre pour chercher son père au loin. Personne ne connaît Télégonos, celui qui a été engendré au loin, le fils de Nausicaa, la nymphe qui garde Ulysse 7 ans chez elle. Ce fils va à un moment partir en quête de ses origines et buter son père par accident. Il y aura un quiproquo sur une plage et Télégonos il sera néanmoins pardonné par Télémaque et Pénélope. Il y a une espèce de réunion familiale et c'est la fin de l'âge des héros. Est-ce qu'il est innocent d'ailleurs que dans certaines versions de la légende, on a beaucoup parlé de légende arthurienne tout à l'heure, que dans la version, par une bonne partie des versions de la légende arthurienne, sur une plage, à coups de lance, Arthur soit tué par son fils bâtard. Est-ce que c'est tout à fait une coïncidence ? Le problème, c'est que je ne sais pas du tout. La Télégonie, le poème parlant de Télégonos ayant été perdu dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, on n'a que des résumés, on n'a que des pièces de théâtre qui en ont été tirées, mais le poème lui-même, qui n'était pas d'Homère, mais un de ses continuateurs, a été perdu.
Donc, est-ce que Thomas Malory connaissait la télégonie, par exemple? J'en ai strictement aucune idée, j'ai aucun moyen de prouver. Mais il y a des choses qui ressurgissent. Alors, parfois par influence, parfois c'est parce qu'il y a des choses profondes qui s'expriment, des invariants qui s'expriment par là. Campbell, lui, fait donc un tri du héros, ce qu'on va appeler le héros solaire, au sens de Fraser, justement, qui a un peu déblayé le terrain. Le héros solaire, c'est celui qui va effectivement affronter, comme il va se lever à partir de rien, il va monter, puis redescendre, il va y avoir un crépuscule, mais ce crépuscule est jamais définitif, le soleil se relève le lendemain. Donc c'est ça, le schéma du héros solaire, et c'est exactement ça que nous raconte le voyage d'un Skywalker qui va combattre Vador dans la caverne, le voyage de plein d'autres personnages qui vont, Harry Potter qui est confronté à la mort et à Voldemort, etc. Tous ces personnages-là, Neo qui meurt à un moment donné, et puis d'un coup se recompose. On est complètement dans ce genre de mécanique. George Lucas et Gary Kurtz sont les premiers à employer consciemment le manuel c'est pas un manuel au départ, c'est une étude de mythe par Campbell. Le problème, c'est qu'ils vont être suivis par plein d'autres qui vont piger la bonne recette, et c'est justement de ça que je voulais parler ce soir, c'est quels sont les inconvénients. Enfin, vous avez peut-être tous fait de la cuisine. Le truc, on peut suivre la recette du bouquin, quand on maîtrise la recette, on se passe du bouquin et puis on l'arrange à sa sauce et on fait sa version du plat. Bon, le problème, c'est que les écoles de scénario d'Hollywood n'encouragent pas à faire sa version du plat, et on a toujours un peu, et pour citer Warhol qui adorait ça, la même soupe Campbell. Et on va un petit peu déterminer qui est, bon, outre le succès de Lucas, qui a conduit Campbell à rééditer son bouquin avec des illustrations et des exemples tirés de Star Wars pour montrer comment ça fonctionne. Ça a tourné dans tous les bureaux de scénaristes hollywoodiens pendant toutes les années 80. Je perds le bout de la phrase, c'est magnifique. Comment ça va devenir vraiment un manuel, un livre de recettes, alors que c'était pas ça au départ. On parle beaucoup de cinéma, là. On peut parler aussi de comics. On a beaucoup moins de voyages de héros dans les comics. Parce que un film de cinéma, c'est une histoire bouclée en 2 heures, ou éventuellement en une trilogie de 3 fois 2 heures, ou de 3 fois 3 heures. L'auteur d'un tel film, d'une telle série de films, sait à peu près où il va. Comics, c'est un feuilleton, et on a parfois de très beaux voyages du héros dans les comics. Les premiers Doctor Strange de Steve Ditko, on est sur le chirurgien Doctor Strange qui a un accident, qui lui est pas un orphelin, il n'a pas toutes les cases, mais il a un accident, il a une mort symbolique, il est mort socialement, il va revenir et puis survivre à plusieurs initiations de plus en plus complexes et être confronté au plus grand mystère de l'univers, qui va voir l'univers en face, et la confrontation de Dormammu et d'éternité dans le comics, qui est quelque chose, enfin, il va avoir accès au rouage intime de l'univers, ce qui est vraiment le plus haut degré d'initiation qu'on puisse imaginer. Et à ce moment-là, Steve Ditko, l'auteur, le dessinateur, mais qui est aussi co-scénariste de la série, claque la porte, il est fâché à mort avec Stanley, il claque la porte, il s'en va, et la série entame une série de montagnes russes, parce que plus personne, après ce qui s'est passé, c'est allé à tellement haut que les scénaristes ne savent plus quoi faire du personnage, et on a des trucs absolument piteux avec des méchants cosmiques comme Nebulox qui ne ressemblent à rien, qui ne veulent rien dire, qui ne s'intègrent à rien. On a des personnages comme le Starman de James Robinson. Alors, hélas, on n'a pas tout eu en français, mais où on a un fils de super-héros qui, lui, a rejeté un peu toutes ses racines. Lui, il voudrait être brocanteur spécialisé dans les trucs un peu pop des années 50, comme aux États-Unis, on est déjà dans un antiquaire, c'est déjà un mec qui peut vous vendre un jukebox des années 50. Son père va être attaqué, mais son père a pris sa retraite, son frère qui avait repris le flambeau est tué, et il va être amené à reprendre petit à petit les oripeaux du super-héros en le mettant à sa sauce, et puis découvrir que ça lui plaît, mais que d'un autre côté ça entraîne beaucoup de soucis, et l'histoire va se terminer je vous spoil la fin. L'histoire va se terminer quand il va refiler le flambeau à quelqu'un d'autre. Au bout de 70 épisodes, il s'aperçoit qu'il a fait le tour de ça, qu'il a eu un enfant avec une super méchante,
Il découvre l'existence de cet enfant, il décide de se consacrer à cet enfant pour qu'elle ne tourne pas comme sa mère, et qui a été tuée lors d'un combat. Et à partir de là, il raccroche les éperons, il file son bâton magique, enfin son bâton cosmique à quelqu'un d'autre, et puis il va reprendre une vie d'homme. Et là, ça nous amène d'ailleurs au sens profond de ce que Campbell a discerné en cherchant son voyage du héros. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte un enfant, quelqu'un qui est impuissant. Luke Skywalker tourne en rond dans sa ferme, il est tout à fait impuissant, il se comporte, il est capricieux comme un enfant, et il va petit à petit devenir un homme. Avec des erreurs, il va se planter, enfin le truc dans l'Empire contre-attaque, on voit le meilleur héros de la rébellion qui s'écrase 2 fois quand même, vous parlez d'un héros, il va se planter à tous les tournants, enfin Yoda va se dire, mais va le rejeter à plusieurs reprises en disant, il est pas prêt, il est pas bon, enfin le truc, et si tu y vas, de toute façon tu vas te planter. Il va commettre tout un tas d'erreurs, il va apprendre de ses erreurs, et puis un beau jour, il devient, je m'appelle Luke Skywalker, je suis un Jedi comme mon père. Et que fait-il à ce moment-là ? Il jette son sabre, il jette son arme, il sait qu'il a accompli son voyage, il est devenu autre chose que ce qu'il était, il est devenu comme son père, il est donc devenu un homme. Et c'est ça que nous raconte quelque part le voyage du héros, c'est la mythification, c'est les structures qui nous racontent, tous les affres on passe de l'enfance à l'âge adulte, ce qui était souvent accompagné d'initiation dans les sociétés traditionnelles, et qui est raconté sous forme de mythe, de manière à pouvoir intégrer aussi ces structures-là et avoir des guides dans la vie. Il y a une fonction d'exemplarité dans le mythe, et le voyage du héros est typique de ces mythes. Et là, à la limite, et tu pourrais être aussi là et me donner la réplique et montrer ton désaccord ou ton accord sur. Je garde ça pour la discussion. Je sens que ça va être saignant. Non. Il nous montre le passage à l'âge adulte, et c'est quelque part le fond du. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le décryptage du truc est beaucoup moins intéressant, souvent le décryptage du mythe est moins intéressant que le mythe lui-même. Parce que le voyage du héros, ça pulse. Le truc, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a compris que c'est un truc de passage à l'âge adulte, Luke Skywalker nous l'exprime à fond, Harry Potter, j'en parle même pas, c'est exactement ça. Se trouve, le problème, c'est quand on l'utilise trop dans Highlander, n'hésitez pas. Dans le premier Highlander, ça marche très bien. On a effectivement MacLeod qui est quand même un type un peu innocent. Le truc, c'est sa première bataille, et le truc, il a peur de faire dans son tilt. Et puis, le truc, il va être arraché à sa normalité par un événement dramatique. Et là, c'est sa propre mort. Alors, il y a toujours des petites variantes, mais sa propre mort l'arrache à la normalité. Sauf que il est mort, mais il ne meurt pas. Et là, d'un coup, il est rejeté par tout le monde. Il est forcé. Lui, il voudrait rester dans le village. Il est le reluctant hero, le héros récalcitrant. Il n'a pas envie de devenir un héros errant. Lui, il a envie de rester avec ses copains, aller boire à la taverne et lutiner les filles. Le problème, c'est que là, il est chassé et un peu sèchement du village. Et là, il va trouver un mentor. Son mentor va mourir. Et puis petit à petit, il va aller au bout de son initiation, en se débarrassant du méchant ultime et en découvrant sa propre mortalité. À la fin du film, il n'est plus immortel. Et beaucoup de psychologues vous le diront, on devient adulte aussi quand on prend conscience de sa propre finitude, de ses limites et de sa mortalité. Donc c'est exactement ça que nous raconte Highlander. Le type a 400 ans, mais il passe à l'âge adulte, à l'âge canonique de 400 ans. C'est fort, quand même. Le truc, on voit bien qu'il est un peu... MacLeod est quand même un peu retardé, quand même. Le gros problème va venir d'un monsieur qui s'appelle Christopher Vogler, qui, lui, est un scénariste hollywoodien, un producteur, et il a parfaitement compris ce qu'ont fait Lucas, Kurtz et puis les continuateurs dans les années 80, et il va se fendre d'une circulaire. Comment on fait ? Vous voulez faire un truc épique ? Comment on fait ? 7 pages expliquant, ça marche comme ci, comme ça, faites comme ça. Puis après, le truc circule dans tous les bureaux. C'est Fogler qui est à la base, par exemple, du scénario du Roi Lion. Et là, le Roi Lion, on suit les étapes, mais une par une. Aladdin, sur Aladdin, on est tout à fait dans la même structure. La structure est déjà là dans l'histoire initiale, mais ils vont pousser les potards avec là, il n'y a pas de mort du génie, mais il y a un moment, le génie se retire de l'histoire pour pouvoir laisser Aladdin aussi se confronter à ses propres limites. Ce qui est exactement la même histoire que Merlin qui disparaît de l'histoire à un moment, laissant Arthur tout seul face à la réalisation de son destin.
problème, c'est que le mode d'emploi de Fogler, et donc le bouquin de 400 pages qu'on a tiré, vont devenir l'alpha et l'oméga de toute production hollywoodienne. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire qu'on a par exemple, et là c'est dommage que Patrice Minet, qui était là hier, ne soit pas là aujourd'hui, on peut parler de Solomon Kane. Vous avez peut-être vu le film avec James Purefoy, Solomon Kane. Alors, c'est pas un film catastrophique en soi. Si vous n'avez jamais entendu parler de Solomon Kane avant, vous avez l'histoire de la rédemption et puis du retour au pays d'une fripouille qui devient quelqu'un de pas trop mal. Qui devient un type qui va, plutôt que de lutter pour son propre profit, va lutter pour combattre les sorciers, les méchants, etc. Donc comme c'est un puritain, les méchants, c'est les sorciers. Bon. C'est pas le film du siècle, hein, soyons clairs. Il y a de temps en temps des petites fulgurances, il y a des choses bien vues. Et puis bon, un puritain joué par un mec qui s'appelle Purefoy, moi ça me plaît beaucoup. C'est comme faire jouer, le capitaine Kirk par un type qui s'appelle Pin, c'est très bien vu. Ou d'avoir des films Spider-Man joués par un mec, tournés par un mec qui s'appelle Webb, la toile d'araignée. C'est pas mal. Bon, c'est dommage, ils sont foirés. Mais au moins, le casting n'était pas idiot sous ce rapport. Le problème, c'est quand vous allez voir Robert Howard, auteur de Conan le Barbare, donc Conan le Barbare a un peu écrasé tout le reste, hélas. Le deuxième grand personnage de Conan le Barbare, c'est Solomon Kane, qui est son inverse. C'est-à-dire que Conan a un côté solaire, c'est quelqu'un qui est un jouisseur, il a le côté très dur. C'est un type qui aime les grands espaces, qui aime faire la fête, qui aime picoler, se taper des filles, dilapider des fortunes, etc. Quand il bute un sorcier, c'est généralement que le sorcier a pas été clean avec lui, ou a mis en péril quelqu'un à qui il tenait, ou était sur le passage à un moment où il fallait pas. Après, les sorciers, il les évite. S'il les aime pas, il s'en fiche un peu. S'il peut ne pas avoir affaire à eux, il est content. Après, s'il faut avoir affaire à eux, aucun sorcier résiste à 2 pieds d'acier plongés dans le bide, et puis on passe à la suite. C'est pas quelque chose d'important pour Conan. Solomon Kane, c'est un puritain de l'époque élisabéthaine. C'est-à-dire que tu ne souffriras pas que vive la sorcière, nous dit le Lévitique. Il vit selon ce simple principe. Il peut traverser toute l'Europe et l'Afrique pour aller buter un mec qui va pratiquer la sorcellerie dans un coin. Il y a des nouvelles où pendant 10 ans, il court après un mec pour aller le buter au fond de la jungle africaine. C'est un psychopathe obsessionnel et un puritain de la pire espèce. Il est très antipathique et c'est ça qui le rend intéressant, c'est que le personnage est tellement obsédé, ça devient une faille qui est drôlement intéressante et dont Howard joue à plein. C'est le héros de son histoire, mais c'est tout à fait un anti-héros. C'est drôlement intéressant dans le contexte des pulps des années 20 ou 30 quand il le crée. Et surtout, on ne sait pas d'où il sort. Il est comme ça. Et jamais, il y a un poème qui nous raconte Solomon Kane vieux qui revient au pays, donc c'est quelque chose de très contemplatif, de très mélancolique, mais qui nous en apprend pas plus sur le pays, c'est le truc qui retrouve des auberges, des choses qu'il a vues étant enfant, et ça lui fait quand même, d'un coup, il s'humanise un tout petit peu, et c'est tout. Les origines de Solomon Kane, pourquoi il est comme ça, etc. On n'en saura pas plus. C'est Zorro qui surgit de la nuit pour y retourner dès qu'il a trucidé le sorcier, la sorcière, le voleur, le machin. Mais on ne sait pas, il est complètement, c'est une force de la nature. Vous lui collez des origines, vous lui collez un truc qui l'humanise, etc. Vous pétez le personnage. Et ça, c'est l'application bête et méchante. Ah, on a un personnage par l'auteur de Conan le Barbare, donc c'est épique, donc il faut un voyage épique, et on applique la recette, et à l'arrivée, on obtient quelque chose de vraiment pas intéressant. Et coller un voyage du héros sur Conan, on a une biographie, on peut reconstituer une partie de la biographie de Conan le Barbare à partir des textes de Ward. Ok, il est né chez les barbares sur un champ de bataille, il lui est arrivé des trucs qui l'ont amené à quitter son pays, il s'est fait voleur, il s'est fait mercenaire, et puis petit à petit il est devenu roi de ses propres mains. Et une fois arrivé roi, il se retrouve un peu dans la peau de D'Artagnan dans un temps après. D'Artagnan qui a passé tous les 3 mousquetaires à essayer de se prouver pour devenir mousquetaire. Une fois qu'il est mousquetaire, les mousquetaires c'est les gardes du roi. La vie de garde, c'est chiant. Dans 20 ans après, ça fait 20 ans qu'il est mousquetaire et D'Artagnan s'emmerde ferme. C'est comme ça que commence le deuxième roman de Dumas sur la mousquetaire. Conan, quand il est roi, c'est exactement pareil. Il est sur son trône. Alors, il a de beaux restes. C'est un vieux monsieur, mais il s'entretient, il est capable de cavaler, il est capable de mettre des coups d'épée, mais il est là pour gérer un royaume. En fait, ouais, c'est pas cool d'être roi. Et du coup, il va devoir se défendre de complots, et à la limite, il est content quand il y a des complots, ça le change un peu de sa routine. Et puis quand des complots l'obligent à redescendre en bas et puis à remonter les échelons pour récupérer son trône, là, en fait, il se sent vivre. Le reste du temps, il tourne en rond.
Mettez un voyage du héros qui fait que, à l'arrivée, Conan est plus sage qu'il n'était avant, etc. Ça colle pas. Conan n'est pas devenu un sage. C'est le même bonhomme, sauf que, bah oui, il a réussi, il s'emmerde. Ça ne marche pas. Dans le film avec Jason Momoa, alors Jason Momoa est très bien, mais le film le film encore de John Milius, c'est un contresens par rapport au personnage de Conan, mais arrive à développer un discours épique. Il y a de très très belles choses dans le Conan le barbare de Milius de 1982. C'était en 2009 ou 2011 le Momoa 2011. Le Conan de 2011, la scène ouverture avec l'initiation dans la forêt avec le père joué par Ron Perlman, c'est super. Il y a quelques scènes vraiment chouettes. Puis le film n'est pas très intéressant. On a effectivement un arc narratif avec une vengeance, avec une réalisation du personnage comme et puis quatre ou 5 révélations genre haha, tu te rappelles ce village cimérien que tu as cramé quand il y a 20 ans ouais, eh bien c'était le mien, haha. Non, bon. Ce truc, c'est toutes les mécaniques déjà un peu ringardes dans le conte de Monte Cristo, mais on est emporté par la narration de Dumas, et à la limite on passe sur le truc et on kiffe à chaque fois qui fait le coup, genre haha, je suis Edmond Dantès. Là avec Conan, c'est pas, enfin, Conan vaut mieux que ça. Puis Conan c'est un voyou, et là le Hollywood sait plus faire des anti-héros, des voyous. Alors ils arrivent pas. Solomon Kane est un anti-héros, mais ils arrivent pas à en faire quelque chose parce qu'ils essaient de le traiter comme un héros. Conan est un voyou, ils en font un héros, ça marche pas. On en parlait au petit-déj, Suicide Squad, même problème. On a des anti-héros, et le truc, ils savent pas gérer des anti-héros, ils essaient de montrer qu'en fait c'est des gentils dans le fond, enfin ils sont pas si méchants dans le fond. Hollywood sait plus faire ça. Et donc déjà plaquer le voyage du héros sur des personnages pour lesquels qui ne sont pas faits du tout, c'est une erreur funeste. Alors que le voyage du héros en soi, c'est un outil pour quelqu'un qui essaie de faire un truc épique. Bah oui, c'est facile, ça permet déjà de broder une structure qui est un petit peu sympa et qui dépasse la simple accumulation de péripéties. C'est-à-dire que vous voulez faire un truc avec un héros qui cherche des trésors, ça devient vite une partie de Donjons et Dragons, une salle, un monstre, un trésor, et puis oui, avec éventuellement une surenchère à la Dragon Ball, à chaque fois, le nouveau monstre est plus balèze que le précédent, et puis on monte de niveau. Il arrive un moment où ça tourne un peu en rond, c'est un peu l'effet Dragon Ball. Bon, au bout du 18e tournoi où ils ont maravé un méchant encore plus balèze que les précédents, ça tourne un petit peu à vide. Le voyage du héros permet d'éviter ça. Il pose un problème. C'est que dès que vous faites une série, j'en parlais pour les comics, mais c'est vrai pour les films, vous voulez faire un Highlander 2, votre voyage du héros est fini, qu'est-ce que vous faites après ? Vous essayez de replacer un voyage du héros avec une nouvelle chute du truc, ça peut tourner assez vite en boucle. Bon, en plus sur un truc, sur une série, c'est pas le faux... c'était Karim Debache qui avait fait un truc sur Highlander 2 en expliquant, oui, voilà, le problème c'est que si vous avez une licence qui est bouclée à la fin du premier, qui est basée sur le principe de il ne peut en rester qu'un et qu'à la fin du premier il n'en reste qu'un, vous voulez faire une suite, vous avez un sérieux problème. Bon, dans Highlander, chaque suite de Highlander fait regretter la précédente quasiment. Dans un comics comme Daredevil, Frank Miller nous fait le plus beau des voyages du héros avec l'histoire qui s'appelait Born Again. Et Matt Murdock est un mec qui est arrivé, qui s'est réalisé, c'est un des héros majeurs de New York, c'est un avocat du barreau qui est coté. Comment faire avancer ce personnage-là qui, depuis quelques temps, bon, il a des aventures qui sont toujours cool, mais qui sont des péripéties. Miller avait réussi à faire des choses un peu fortes avec lui, en lui proposant un mentor qui était Stick, en lui proposant un amour qu'il va perdre qui était Electra, donc il a fait bouger les lignes du personnage. La série est reprise par d'autres auteurs plutôt talentueux, des gens comme Dennis O'Neil, qui font des histoires très bien, mais voilà, ils sont très bien, mais voilà. Frank Miller revient, et d'un coup, le Caïd découvre l'identité secrète de Daredevil. Et il a jamais, ça fait des années qu'il essaie d'avoir Daredevil, il n'y arrive pas, Daredevil est trop fort, il dit très bien, pas grave, je sais que c'est Matt Murdock. Et bon, on va trouver des faux témoins. Qui vont prouver qu'il a fait une subornation de témoins dans telle affaire, et on va le faire radier du barreau. Il est mouillé dans une affaire un peu bizarre. Est-ce qu'il a pas touché des pots de vin ? Le fisc va s'intéresser à ses comptes, et geler ses comptes. Après, il n'y a plus qu'à plastiquer la maison. Alors déjà, le Matt Murdock devient dingue, ne sait pas d'où viennent les coups, etc. S'aperçoit que la banque lui ricane au nez, qu'il a plus sa carte de crédit marche plus, qu'il peut même plus faire ses courses. Et il n'y a personne qui peut taper. Et là, d'un coup, il se retrouve impuissant, comme un enfant.
et on lui fait péter sa baraque, il se retrouve à la rue, avec les derniers sous qui lui restent, il va dans des chambres d'hôtel de plus en plus sordides, avant de finir entre deux poubelles. Et là, le caïd envoie attend que Murdoch comprenne d'où viennent les coups, que Murdoch se présente à sa porte, le caïd le massacre une bonne fois, on le met dans une bagnole avec une bouteille de whisky sur les genoux, on pousse la voiture dans le fleuve, terminé. Mort apparente de Matt Murdoch. Daredevil est terminé. Bien évidemment, le truc, 2 jours après, la police retrouve la voiture, et avec le tesson de la bouteille, la ceinture de sécurité a été entaillée, il n'y a pas de corps dans la bagnole. Et là, le caïd se dit, oups, j'ai peut-être un problème. Sauf que maintenant, où il est? Il a disparu, il est mort, il n'est plus là. Et il a parfaitement compris d'où venaient les coups. Murdoch est introuvable et va se reconstruire petit à petit, très lentement, par l'amour d'une femme. Donc l'amour d'une femme qui permet à un homme de se reconstruire, bah oui, c'est le truc, il est plus puceau, il va devenir un homme, et il va se reconquérir son identité de héros, puisque le caïd a donné son costume fait faire un costume pour le donner à un psychopathe qui va essayer de détruire ce qui reste encore de Daredevil, qui est sa réputation. Murdoch va sortir de sa retraite, justement c'était un peu le but de le faire sortir du bois, reprendre son costume, sauver New York. Et là, le truc, retrouver ses marques. Alors, il n'est plus avocat, il n'est plus rien, mais il a trouvé à nouveau un équilibre. La dernière case de la saga, c'est tiré d'un album de Bob Dylan qui marche dans la rue avec une femme à son bras. Et le truc, il n'est pas en costume. Il s'est débarrassé de ses déguisements. C'est devenu un homme. Inutile de dire que quand Frank Miller s'en va après cette saga phénoménale, la série met 2 ans à s'en remettre. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous avez des successions de trucs, il combat Claude, le maître du son, il combat ceci dans les rues, et avec des trucs très piteux, des histoires qui sont pas forcément mauvaises, mais qui passent après un truc tellement bien que il faut que Ann Nocenti, au bout de 2 ans et demi, trouve le moyen d'introduire de nouveaux méchants, de nouveaux contextes, de nouvelles choses pour pouvoir remettre le personnage en difficulté, parce que ayant accompli son voyage du héros, l'histoire est terminée. Vous voulez faire des épisodes en plus, il faut trouver autre chose. C'est ce qui est arrivé à Doctor Strange, c'est ce qui est arrivé à Daredevil. Et bien évidemment, ça arrive à plein d'autres personnages, et vous pouvez pas faire tous les 6 mois un voyage du héros, du truc, ça tourne complètement en boucle aussi. Donc le feuilleton ne se prête que modérément à ce genre de structure. Mais d'un autre côté, si vous regardez même des choses où on se dit qu'on n'est absolument pas dans cet état d'esprit-là, le Robocop de Paul Verhoeven, je t'ai vu, le Robocop de Paul Verhoeven, vous pouvez regarder avec cette grille de lecture-là, prenez-vous le Robocop de Paul Verhoeven et votre petit tableau dont vous cochez les cases. Murphy est un policier qui essaie de faire son boulot, qui est un peu coincé il est muté dans ce commissariat. Il a besoin d'un cornette parce qu'il connaît pas le terrain, etc. Donc, un enfant. C'est l'enfant qui arrive sur un nouveau terrain, qui se fait de nouveaux amis, et puis comme il maîtrise pas un peu les codes d'un train, il se fait descendre. Mort apparente du héros. Donc là, qui survient très tôt dans le récit, il va être reconstruit, il va devoir reconquérir son identité, redevenir un homme, au prix d'épreuves, il se fait démonter, le désosser complètement, le truc réduit à des morceaux, et devoir reconquérir sa mémoire, son identité, etc. Vous avez un voyage du héros parfaitement bouclé dans Robocop. Comment s'étonner? Comment s'étonner? Oui, l'avancée par la perte d'un membre, ça c'est tout à fait chamanique et odinique, tout à fait. Des actes. Comment s'étonner dès lors que chaque suite de Robocop ait fait regretter la précédente? Parce que, effectivement, à partir du moment où vous avez réalisé ce truc-là, si vous n'avez pas une vraie bonne histoire à mettre derrière... Tout va bien, il n'est même pas mort. Tac. C'est bon? C'est juste qu'il y a eu un pic sonore. Oui, étonnant, non? C'est discret. Ouais. Ça, c'est peut-être la mienne, d'ailleurs. Ah, il est carrément pris dedans, en fait. C'est pour ça qu'il y avait pris. Il veut pas partir. Oui, alors là, Voilà, on est bon.
Le truc, vous avez bouclé l'histoire de Robocop, il faut vraiment un très bon scénariste et des très bons producteurs pour pouvoir continuer sans se casser la figure. Bien évidemment, les films suivants de Robocop et la série télé qui s'en est ensuivie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce machin-là, c'était quand même pas très intéressant. C'était anecdotique. Le problème, c'est que le voyage du héros, vous pouvez sortir de l'anecdote, mais une fois que vous l'avez fait, vous retombez dans l'anecdotique. C'est un des pièges de cette méthode-là. Comment en sortir? La question se pose dès lors. Comment on sort de ça? Si vous avez par exemple, vous voulez faire des suites à Star Wars, donc le truc, l'option prise par Abrams de faire des suites à la saga de Luke Skywalker, c'est de sauter d'une génération et puis d'avoir le voyage du héros d'autres personnes. C'est tout à fait défendable, on va voir ce qui va en sortir. Bon, il y a pour l'instant, on peut contester la façon dont il s'y prend, mais au moins il prend pas les choses par le mauvais bout, a priori. Quand on fait ce qui se passe avant, ça devient intéressant parce que là, du coup, qu'est-ce que nous raconte George Lucas quand il fait la prélogie Star Wars? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que nous ne pouvons pas raconter un voyage du héros dans la prélogie Star Wars, il va nous raconter une chute. Il va nous raconter comment celui qui aurait pu être l'élu, qui aurait pu être le héros accomplissant un magnifique voyage, va se prendre les pieds dans le tapis et devenir le pire méchant, tout ce qu'il était censé combattre. Et ce qui est tout à fait brillant, et ça on en avait déjà discuté d'ailleurs Laurent, c'est que quand vous prenez d'un bloc les 6 épisodes de Star Wars, c'est que ça devient, vous avez le voyage du héros de Skywalker, vous avez la chute de Luke, le voyage du héros de Luke, la chute d'Anakin, mais pris dans sa globalité, on a un voyage du héros complet réalisé à partir de Dark Vador, qui va connaître une mort apparente, alors là qui est une mort à la fois physique, il se fait déchiqueter, il est réduit à rien, à une carcasse, à quelque chose de mort, et petit à petit il va retrouver une éthique, il va retrouver une fierté, une dignité, et il va retrouver son état de paternité. Il a complètement nié son état de père, et il devient adulte lui aussi quand il reconnaît, quand son fils devient adulte, et que Vador est capable de ressentir de la fierté pour ce fils qui a pu se construire un sabre laser lui-même, donc qui est allé très loin déjà sur le chemin, et puis ce fils qui d'un coup est capable de faire ce dont lui n'a pas été capable. Là, Vador vit quelque chose qui va le transformer et qui lui permet de revenir du bon côté. Et là, on a un voyage du héros de la plus belle espèce, et très très bien fait, avec ce qui arrive à Anakin Skywalker et sa chute et sa rédemption. On est complètement dans la structure campbellienne. Dans d'autres cas, il y a quelqu'un qui s'en est très bien tiré et qui a choisi de prendre le schéma campbellien et puis de le pourrir un petit peu. Et là, c'est intéressant. Je vous dis la recette. Le principe de la recette, c'est que on vous a appris à faire les lasagnes, mais si vous remplacez, je sais pas, l'origan par autre chose ou les tomates par autre chose, vous allez pouvoir faire une recette drôlement bonne en partant de la même base et en faisant un truc complètement différent. Et qui va, hop, stupéfier vos amis, enchanter vos soirées, etc. Bon, faut aimer les lasagnes. C'est la seule... si vos amis aiment les lasagnes, tout va bien. C'est ce que fait Christopher Nolan. Batman est le dernier personnage auquel c'est typiquement le genre de personnage où je dirais mais le Batman est un personnage nocturne, c'est le contraire d'un héros solaire. Batman est un vengeur, c'est Solomon Kane, c'est un personnage de la catégorie du Shadow de Solomon Kane, de Edmond Dantès. Le voyage du héros sur un personnage pareil, ça n'a pas de sens. Nolan me prend en défaut et me dit regardez, le jeune Bruce Wayne, réduit à l'impuissance par la mort de ses parents, qui va se lancer sur les routes pour apprendre, découvrir les pouvoirs qui lui permettront de venger la mort de ses parents, qui va trouver un mentor, et puis qui va perdre son mentor, et puis qui va être confronté à sa propre ombre. L'ombre de Skywalker, par exemple, c'était Vador, donc c'est quelque chose qui est son double, d'une certaine façon. Le père étant le père et le fils, on a vraiment cette logique du double. Batman va être confronté à des doubles inversés. Si Batman est nocturne, on va avoir le sourire, si Batman est sombre, on va avoir le sourire joyeux du Joker, un personnage, le clown, c'est un personnage du rire, de la gaieté, qui est complètement dévoyé, mais qui est l'antithèse d'un Batman. Et puis ses propres ombres, les ombres de son mentor, les ombres de ses erreurs, qui vont finir par le rattraper dans le troisième volet de la trilogie, jusqu'au point où, mort apparente, il est détruit, brisé, fracassé, envoyé dans la caverne, dont il va finir par parvenir par sortir en s'affranchissant de ses peurs. Tout son cycle a été basé sur la peur, il va s'affranchir de sa peur et parvenir, donc on est dans le symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement,
quand on regarde de près la scène de Bruce Wayne escaladant dans le machin, elle ne tient pas la route une seconde. Il était, je veux bien que le Tinet soit doué, mais il était quand même super esquinté avant. On s'en fiche. Symboliquement, la scène, elle envoie du bois. Elle est très très forte. Cette scène de Bruce Wayne escalade s'accomplit en ressortant de la prison, et là il revient à la lumière. L'homme qui a passé sa vie dans l'ombre de la mort de ses parents et dans les ombres, à mener son combat dans l'ombre, il remonte à la lumière, il va pouvoir retourner dans sa ville, purger sa ville, et que fait-il une fois que c'est fait? Il raccroche la défroque de Batman et il part avec la fille. Il est Bruce Wayne, l'enfant qui, du coup, s'est entouré de jouets, de déguisements pour pouvoir combler un vide, est devenu un homme. On a un voyage du héros. Ce que fait Nolan qui est brillant, c'est qu'au lieu d'avoir un Obi-Wan qui est gentil, au lieu d'avoir un Merlin qui est, même si Merlin est un personnage très trouble, c'est quand même un personnage qui va pousser Arthur, au lieu d'avoir Dumbledore aussi a ses côtés obscurs, ses magouilles, son passé, etc. Mais il va pousser Harry dans le bon sens. Au lieu d'avoir Morpheus, qui lui aussi a parfois des côtés, il va cacher certaines vérités déplaisantes, mais au lieu d'avoir un mentor bénéfique, on va trouver le pire possible, ce fanatique de Ra's al Ghul. Et là, d'un coup, effectivement, au lieu d'avoir un voyage vers le voyage vers la lumière à la toute fin du truc, mais c'est effectivement la mort de Batman en tant que héros, il a passé les clés à quelqu'un d'autre. Là, je vous ai spoilé la fin de la Dark Knight Trilogy, mais bon, il y a prescription, elle est déjà ancienne. C'est de faire passer tout ce voyage du héros dans l'ombre, et donc plus du tout dans une dialectique solaire, on est sur un personnage lunaire, nocturne, qui va connaître des éclipses, et d'un coup ça fonctionne. D'autres personnages qui vont jouer des côtés épiques vont complètement s'affranchir de ça. C'est Riddick. Alors, Riddick, c'est pas forcément tout, n'est pas formidablement bien écrit dans Riddick, mais on voit qu'on a un personnage qui est beaucoup plus proche de Conan le Barbare. C'est le voyou. Le nouveau Conan, pour moi, c'est Richard D. Riddick, parce que c'est le voleur, le voyou, le type qui a un code de l'honneur mais qui a pas beaucoup de morale, et puis qui va se sortir de toutes les situations. Et on a des choses parfaitement épiques quand il va à l'assaut des nécromondieurs, etc. C'est complètement épique, mais on n'est pas du tout dans une logique de voyage du héros avec un personnage pareil. Une autre moyen d'en sortir, c'est d'entamer le schéma initiatique. Vous mettez votre personnage sur un truc qui est connu. Hop, vous montrez bien que vous êtes sur la voie initiatique et tout. Donc vos lecteurs vont vous suivre et savent à peu près où vous allez. Et là, hop, vous loupez l'initiation. C'est ce qu'il a fait. On a Thomas Day ici. Il a fait la voie du sabre. C'est exactement ça. On a un jeune samouraï qui est confié par son père. Le gars est un peu dissipé, etc. Son père, qui est un seigneur qui veut en faire un gars bien, qui a été chez le confié au maître le plus destroy qui soit, Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de tous les temps, mais qui est quand même... Les maîtres kung-fu dans les films de kung-fu sont parfois de sales connards. Musashi, c'est l'escrimeur au carré, c'est aussi l'emmerdeur au carré. Et il va y avoir une relation... Alors, d'agacement mutuel, mais de respect mutuel au fur et à mesure qu'on avance dans la série entre cet élève et Musashi. Le problème, c'est que ce que demande Musashi est trop élevé et le gamin n'a pas l'étoffe. C'est-à-dire il n'arrive pas à sortir de son état de sale petit con. Et ça va finir par déraper à un moment et il va devenir un homme, effectivement, il va pouvoir devenir une espèce de seigneur, mais il sera jamais quelqu'un d'accompli. Et il le sait lui-même à la fin de l'histoire, il se rend parfaitement compte lui-même, il est peut-être du coup sur la voie de la sagesse, mais le protagoniste de la voie du sabre s'aperçoit que jamais il atteindra même la cheville de son maître. Alors que Luke Skywalker dépasse quelque part, Luke Skywalker réussit à sauver Vador. Il dépasse en cela son mentor. Obi-Wan n'a pas réussi, malgré toutes ses qualités, il n'a pas réussi à sauver Anakin Skywalker. Luke Skywalker y arrive. Il arrive à dépasser son maître, il arrive à dépasser son père, d'une certaine façon. Le protagoniste de la voie du sabre n'y arrive pas. Et là, on a le principe de l'initiation ratée, qui est une histoire vieille comme le monde. Gilgamesh est déjà basé, alors c'est plus fourbe, l'épopée de Gilgamesh, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on en a parlé, c'est l'histoire d'une initiation ratée. C'est-à-dire qu'il y a un voyage initiatique du roi Gilgamesh pour conquérir l'immortalité, il veut devenir immortel, il échoue, par 3 fois. Donc là, c'est vraiment échouer une fois et puis revenir, c'est tout à fait dans une logique de voyage du héros, le héros échoue une fois, il revient. Quelque part, le voyage du héros, c'est la trilogie de Match de Catch. C'est, hop, on jauge les forces, l'acte 1, avec un premier engagement. L'acte 2, le héros se prend une tôle. Luke Skywalker perd sa main, découvre que Anakin est son père, et puis Han Solo est prisonnier, et là, calamité, tout est foutu.
Trinity est morte, Neo est grillé, enfin le truc. Fin du deuxième tome, c'est la cata totale. Et puis, hop, le héros se relève, et tel Rocky revient au combat. Alors, Rocky aussi récit une initiation qui est pas ratée, parce qu'il a accompli quelque chose, il n'a pas accompli la victoire qu'il cherchait, dans le premier Rocky, j'entends. Faire une suite à ça, du coup, devient problématique aussi. Enfin, la saga Rocky est très bien bordée. Mais voilà, le truc, l'idée de Rocky, c'est qu'il va essayer un truc, il va se dépasser pour y arriver, il n'y arrivera pas. Il a réussi à combattre Apollocride, ce qui est déjà beau, mais pour un tocard comme Rocky Balboa, il n'ira pas plus loin. Il pouvait pas battre Apollocride, et c'est tellement plus beau comme ça. Gilgamesh ne trouve pas l'immortalité. Par contre, quand il revient, c'est un sage. Il a atteint une sagesse alors qu'il était une brute au départ. L'initiation ratée peut faire de très très bonnes histoires. Mais c'est le moyen justement de jouer avec les codes du voyage initiatique, tout en les détournant pour faire une bonne histoire qui ne soit pas l'application bête et méchante de la recette qu'on a vu trop de fois et qui est vraiment épuisante. Excusez-moi une seconde. Je parle et ça parchemine. Donc voilà, la conclusion de toute cette histoire, j'espère avoir été à peu près clair et pas m'être trop enferré dans des digressions, c'est que voilà, on a un outil pour quelqu'un qui écrit des histoires, c'est mon cas. J'ai écrit une histoire qui était d'ailleurs une histoire de sabre japonais comme la voix du sabre, dans une optique un peu différente, où je jouais précisément la partition Voyage du héros. Moi aussi, j'ai essayé de détourner le machin, de mettre un grain de sable qui change complètement le sens final. L'idée, c'est que je voulais pas un passage à l'âge d'homme. On voit le héros passer à l'âge d'homme, mais en fait, ça va encore plus loin. Et l'idée, c'est d'interpréter ça dans une dialectique nietzschéenne. Et là, ne combat pas les monstres, car tu cours le risque d'en devenir un toi-même. Et c'est cette idée-là que je voulais traiter. Donc, j'applique j'ai appliqué la logique campbellienne pour mettre mon lecteur sur une fausse piste, et puis à un moment, hop, je le prends par la main et je l'entraîne dans un truc auquel il ne s'y attend pas, et j'espère, j'arrive à lui faire une belle surprise qui lui donne l'impression d'avoir lu un truc qui sort un peu du lot. Après, c'est pas à moi d'en décider, mais en tout cas, c'était ma note d'intention sur cette histoire-là. Donc moi, ça m'intéresse forcément tous ces outils structurels. Alors c'est pas le seul. Le schéma en 3 actes dont je parlais, c'est vieux comme Aristote, hein. Le truc, la poétique nous explique déjà comment je sais que le schéma en 3 actes, pourquoi on le fait comme ça, comment ça marche. Comme toutes les règles, si vous vous rappelez, si vous avez étudié le théâtre classique, oui, unité de temps, d'action, de lieu, c'est des règles, des recettes de fonctionnement pour faire des trucs qui seront mieux bordés. Bien évidemment, si vous vous contentez d'appliquer la règle bêtement, vous obtenez des trucs qui finissent par être un peu faiblards. Et puis vous regardez des gens qui se fichent complètement de ce genre de règles, l'unité de lieu, de temps d'action, William Shakespeare, n'en a jamais entendu parler et il s'en tamponne. Vous lisez Macbeth, vous lisez Hamlet, l'unité de temps, déjà les trucs se déroulent sur des mois, des années, enfin l'ascension à la chute de Macbeth, c'est 20 ans de temps. L'histoire de Hamlet, c'est plusieurs années aussi, Roméo et Juliette, ça s'étale dans le temps. L'unité d'action, on a plein d'actions adventices. Quand Hamlet organise une pièce de théâtre, une représentation d'Hamlet dans la cour du château, on est dans un truc qui est vertigineux, qui est génial, mais qui est complètement en contradiction avec les règles du théâtre classique. Donc, oui, mais chaque recette, mais on voit bien que des règles, quand on impose une règle, c'est comme quand c'est Boileau qui disait que la poésie française commençait avec la Pléiade, et donc le Ronsard, Villon, etc., il fait l'impasse dessus. Pour lui, c'est des barbares. Oui, mais ça n'engage que ceux qui édictent ces règles-là. C'est des règles qui peuvent être fructueuses, qui peuvent effectivement, quand vous êtes devant votre page blanche, que vous avez une histoire à écrire, vous devez inventer un monde, des personnages, etc., avoir des guides comme ça, c'est des béquilles formidables. Le voyage du héros vous permet d'avoir une direction, de pas vous perdre en péripéties, c'est formidable. Il arrive un moment où, quand on marche, les bêtises c'est bien, mais il faut aussi apprendre à marcher, à courir par soi-même, à cabrioler, ou à jouer avec le truc. Les règles d'unité de temps, même le schéma actentiel en 3 actes, on peut tout à fait s'en affranchir. Il y a intérêt à savoir ce qu'on fait, parce que sinon l'histoire aura l'air bizarre. Il y a vraiment un travail, mais dans ce cas-là, il faut le faire consciemment. Mais voilà, on est dans des systèmes de recettes qui, s'ils ont fonctionné, c'est bien qu'ils ont une valeur. Il faut pas, là, loin de moi l'idée d'expliquer que Campbell, c'est pas bon. Non, c'est un outil très puissant. Comme tout outil très puissant,
C'est comme la baguette de sorcier, c'est un outil puissant. Si vous en faites n'importe quoi, vous allez faire du n'importe quoi dans les grandes largeurs. Plus l'outil est puissant, plus votre n'importe quoi sera apocalyptique. Comme tout outil puissant, il faut le manier avec précaution, voire savoir s'abstenir de l'utiliser. Donc c'est quelque part, c'était la conclusion sur laquelle je voulais venir, et qui est une conclusion pratique, qui est vraiment là la conclusion du gars qui s'est posé ces questions-là justement quand il était en train d'essayer de raconter des histoires, de se dire voilà, c'est des outils qui sont tout à fait appropriés à certains cas, et plus ils sont appropriés, d'ailleurs, plus il faut s'en méfier, parce que du coup on court le risque de faire quelque chose de tout à fait formaté. Après, le schéma campbellien, ça peut être très intéressant de piocher dedans, de se servir dedans comme une boîte à outils. Vous avez besoin, ok, le marteau, la scie, les tenailles, vous avez peut-être besoin de tout ça pour faire votre meuble, mais pour faire un truc précis, vous n'avez peut-être besoin que d'un seul de ces outils. Le passage dans la mort et dans la caverne peut très bien être utilisé dans le cadre d'une initiation ratée où le personnage ne devient pas un homme, dans le cadre d'un personnage qui meurt à la fin, par exemple. C'est tout ce genre de choses dont je voulais vous parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la vocation d'écrire aussi ici. C'est le côté, l'idée aussi de mettre sur les petits écueils, sur les récifs, des petits drapeaux rouges en disant voilà, je me suis plein de gens ont su naviguer autour très efficacement, d'autres gens se sont fracassés dessus. Voilà, mettons des petits drapeaux sur les récifs pour savoir où on peut naviguer et où ça devient un petit peu, où ça devient pas forcément dangereux, mais au moins sportif. Voilà. Merci Alex. Merci. Merci à vous. Et puis, si vous avez des questions, du coup, je m'en doutais. Oui, bah oui. Dis-moi tout. Non, bah c'est très intéressant. Et non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que le grand problème avec le schéma de Campbellien, c'est que c'était un outil d'analyse. Oui. Et que on l'a transformé en schéma actentiel, donc en le réduisant bien sûr à une mécanique, en oubliant que c'était avant tout une analyse, et que une analyse sur des structures d'épopées ou de mythes, parce que quand même des épopées qui sont devenues mythiques, et que si on l'applique à des personnages comme Solomon Kane, qui est un très beau personnage, mais qui n'a pas une stature, qui n'a pas la vocation à ça, mythique, ça ne peut pas. Mais il peut avoir une stature mythique, mais pas celle-là. Pas celle-là. Enfin, ça c'est sûr. En tout cas, si on demande dans la rue Solomon Kane, c'est comme un oui, Solomon Kane. Voilà. Donc il y a déjà bien sûr ce. Mais ça, il y a une sorte d'injustice d'ailleurs de l'histoire. Enfin, les gens se souviennent du Capitaine Flamme de Hamilton, qui est pas forcément un personnage très intéressant de ce côté-là. J'aime beaucoup, mais voilà. On est obligé de prendre ça aussi en compte. Voilà pourquoi. Mais surtout, ce qui moi m'intéresse, c'est de voir que on s'est limité à Campbell. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup d'autres études sur les structures des mythes et les structures de l'imaginaire qui sont non pas en contradiction, mais qui peuvent enrichir la lecture. Enrichir énormément. Et par exemple, si on prend, alors bien sûr c'est un excès beaucoup moins facile, mais si on prend les structures anthropologiques de l'imaginaire de Durand, ce qui est très amusant, alors je la fais rapide. Durand essaye dans ce bouquin de faire un classement des mythes entre mythes diurnes et mythes nocturnes, comme il appelle ça, de faire un classement, un immense tableau de symboles, d'images, et donc de schèmes actentiels, mais surtout à partir d'images, entre mythes diurnes et mythes nocturnes, et il prend comme élément central de son tableau, c'est là où il y a une idée quand même assez géniale, les 4 couleurs de base du tarot de Marseille. C'est-à-dire l'épée, le bâton, le denier, la coupe. Et de montrer que tout, en fait, peut, avec ces 4 images archétypales, parce que là aussi, on n'a pas parlé des archétypes, mais ça... il y a des choses, il y aura des choses à faire. Ce sera pour un prochain colloque, hein. Voilà. Et donc, quand on prend ce tableau, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, si on cherche à l'appliquer sur des grandes œuvres, on peut voir que ça peut marcher aussi. Que les grandes œuvres utilisent tel ou tel, ça peut être un mythe diurne, un mythe nocturne, un mélange des deux. Et dans une œuvre immense comme Le Seigneur des Anneaux, on voit que tout y est. Oui. C'est-à-dire que l'épée, bien sûr, c'est Aragorn avec le denier, c'est l'anneau. Le bâton, c'est le bâton des magiciens, c'est Gandalf. Et la coupe représente le monde elfique, c'est Galadriel avec son fameux miroir. Et que ça fonctionne aussi très bien, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une analyse en structure anthropologique imaginaire en Durand du Seigneur des Anneaux et aussi en Campbell.
Et donc, mais je suis certain qu'on peut faire une analyse à la Bachelard du Seigneur des Anneaux. C'est avec les 4 éléments, eau, terre, feu. Durand vient de Bachelard. Enfin bon. Donc, ce qui est dommage, bien sûr, c'est qu'il y a une mode tardive en France, presque, sur Campbell, et qu'on se limite maintenant à cette analyse, qui n'est finalement qu'une analyse, qui fonctionne effectivement très bien, en laissant de côté énormément de substrats qui se trouvent dans certains ouvrages. C'était l'objectif du colloque, justement, de partir de Campbell mis au panthéon des analystes et d'en arriver justement à dire autre chose. Et tant mieux que ce soit... Mais de la même manière que, par exemple, je parlais de l'analyse du Mésilien, mais vous pouvez regarder les Avengers et la Ligue de Justice fonctionnent comme des panthéons du Mésilien. Vous voyez que le trio de tête de ce genre de panthéon, vous avez un personnage qui incarne une forme de souveraineté, c'est-à-dire il incarne l'idéal total de ce que doit être un héros, ça va être Captain America et Superman. Vous avez derrière un guerrier, c'est Thor et c'est Wonder Woman qui est une Amazone, une guerrière, et derrière un personnage beaucoup moins puissant, mais qui est là pour assurer aussi l'intendance et la logistique. Les gadgets, amener son pognon pour financer les Avengers, Tony Stark finance les Vengeurs, les loges, et la Ligue de Justice est financée largement par Wayne Tech aussi. Donc on a une triade du Mésilien dans des endroits où on l'attendait pas. Le truc, à un moment, je m'étais amusé justement pour un bouquin de chercher des structures mythiques. Je me disais, mais est-ce que on peut analyser les super-héros en termes du Mésilien? Et en 3 minutes, j'avais analysé en termes du Mésilien. Alors c'est facile, c'était pas, il y a pas grand exploit dans le truc, mais d'un coup, pouf, je voyais, oui, ça marche sur des groupes de super-héros comme ça marche, parce que c'est des groupes qui sont des groupes mondes aussi, c'est-à-dire que c'est la réunion de personnages d'horizons différents. Vous regardez sur les X-Men qui sont une école, ça marche beaucoup moins bien. Alors que l'idée des Avengers, c'est un système des gens venant d'horizons divers qui se réunissent comme les chevaliers de la table ronde. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc il y a plein d'analyses possibles sur ce genre de personnages-là. Et effectivement, de toute façon, vous analysez Batman en termes mythiques, on est sur des logiques très différentes, en dehors de la trilogie de Nolan, mais qui le fait de façon très roublarde et très astucieuse. Vous prenez les aventures de base, le Dark Knight de Frank Miller, et pas du tout fonctionne avec un arc narratif du héros, mais qui est pas du tout celui de Campbell, par exemple. Et c'est alors que 3 ans plus tôt, Miller avait appliqué Campbell, mais à la lettre. Je sais pas s'il l'a fait consciemment ou pas, mais il avait appliqué Campbell à la lettre sur Born Again avec Daredevil. Je trouve intéressant que justement Miller sache sortir, qui est pourtant pas toujours le type le plus fin, il arrive à sortir pour pourtant héroïser et réiconiser Batman, il arrive complètement à sortir de la logique du voyage du héros. Ça me semble tout à fait, même s'il y a de toute façon une logique de mort à la fin apparente, mais qui est pas du tout traitée de cette façon-là. On est sur un héros, un guerrier rusé, à la Athéna, à la Odin, à la Ulysse, et donc qui va feindre sa mort justement et on n'est pas du tout dans la logique de surmonter la mort la mort comme ruse, et nous sort directement du schéma campbellien, par exemple. D'autres questions ou interventions par rapport à ça? Oui. Par rapport au voyage du héros, est-ce que, je pensais à Dragon Ball de Toriyama, est-ce qu'arrivé à la moitié de la série, Toriyama ne relance pas l'intérêt en appliquant le schéma du voyage du héros à tous les personnages secondaires? Au départ, la première moitié, c'est que sur Goku. Oui. Et après, c'est appliqué à tout. Est-ce qu'on peut voir? Je pensais que ça s'appliquait à tout le monde. Mais est-ce que c'est là? Alors le truc, c'est que Toriyama part effectivement d'un voyage du héros particulier qui est celui du roi des singes, le voyage vers l'Occident, qui est un grand. J'avais fait un article dessus, je crois, pour Super Pouvoir d'ailleurs, où je m'étais amusé à décortiquer ça. Il y a vraiment un voyage du héros sur le roi des singes qui part de sa montagne, il est percevalien complètement, il découvre le monde, il ne comprend rien, donc du coup il déclenche des catastrophes chez les dieux, chez les hommes, etc. Personne ne veut de lui, et il va petit à petit devenir quand même le roi des singes et va s'accomplir comme héros. Donc il est sur cette base-là, donc il applique le schéma à Goku. Après, effectivement, il est complètement débordé par son projet. C'est-à-dire qu'à un moment, Toriyama se retrouve face à un public qui lui réclame de plus en plus, qui réclame une surenchère dans les menaces, dans les méchants, etc. Donc, pour pouvoir relancer la machine, oui, il sait que la recette fonctionne, il va la réappliquer, il peut pas l'appliquer tout le temps, comme je disais, réappliquer au même personnage 18 fois le voyage du héros, ça fonctionne pas. Au contraire, ça ne peut que faire du héros une loque à l'arrivée. On ne peut que l'user. Donc, en les appliquant à d'autres, il fait de très belles choses avec Vegeta qui prend conscience aussi de ses responsabilités ou des choses comme ça. Oui, on sent que c'est un moyen de faire la même chose en variant quand même, de jouer les variations sur le thème. Je suis pas certain qu'il y arrive complètement d'ailleurs, mais le truc en tout cas, c'est clairement le projet dans la deuxième partie dans la partie purement Dragon Ball Z. Oui. Il y a une dame au fond qui a une question aussi. Oui. Oui, déjà merci, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses.
Et ça m'a fait, je sais pas comment je vais formuler ma question, mais je me suis posé la question, si le mythe du héros est assez universel et permet au héros de devenir un homme, qu'en est-il des héroïnes? Enfin, j'ai pas assez lu ou regardé ou vu des choses pour avoir de réponses, mais je voulais avoir votre avis. Alors, le truc, c'est que si vous allez vers des sociétés initiatiques, il y a un truc qui est quasiment universel, qu'on est en train de battre en brèche maintenant parce que la société évolue de cette façon-là. L'initiation masculine et l'initiation féminine sont deux choses qui sont toujours différentes et se croisent très peu. C'est-à-dire, dans les sociétés africaines, les femmes, pour parler, dans certaines sociétés africaines, les femmes, pour parler de ce qui se passe dans la cabane d'initiation, utiliseront un langage particulier qui n'est pas accessible aux hommes. Les sociétés patriarcales font que l'initiation masculine est plus visible, comme elle passe aussi par des choses genre circoncision ou ce genre de choses, qui sont des choses très visibles. On connaît beaucoup mieux les initiations masculines et les mythes correspondant aux initiations féminines. Comme c'est souvent les hommes qui ont écrit l'histoire, hélas, le truc, on a beaucoup de choses de ce genre-là, on sait que ça existait, on sait aussi que ça a été perdu. Donc on a des mythes féminins, c'est beaucoup de choses qui tournent autour de la maternité, de la protection, donc de choses beaucoup plus assez souvent centrées sur la défense d'un petit territoire et pas la conquête de nouveaux territoires. Mais la logique du coup est complètement différente. Et dans les récits initiatiques masculins, l'homme devient un homme, c'est pas pour autant... Alors la paternité peut être un élément de ce fait de devenir un homme, mais elle n'est pas une condition ni suffisante. On l'a vu, Anakin Skywalker devient père et il lui faut 20 ans pour pouvoir l'assumer, et c'est pas une condition essentielle. C'est-à-dire que ça fait partie des choses, ça devient un marqueur, c'est un marqueur symbolique, mais c'est pas une condition. Dans les initiations féminines, le fait d'être... physiquement ou symboliquement une mère semble beaucoup plus important. Mais après, justement, le truc, on manque énormément de documents. Il y a des mystères de Déméter. On voit avec l'histoire de Perséphone et de Proserpine, on sent qu'il y a des choses derrière, sans doute. Ça doit être lié. Il doit y avoir des rites initiatiques de fertilité qui tournent autour de ça. On ne sait pas lesquels, puisque toutes les religions à mystère de la Grèce ancienne ont disparu. Comme c'était des choses qui étaient secrètes, elles n'ont pas été dévoilées, elles ont été perdues. Les mystères d'Isis, qui ont été très populaires à la fin de l'Empire romain, qui étaient sans doute une grosse déviation par rapport à ce qui se pratiquait réellement en Égypte, devaient être centrés sur la maternité, sur le fait de sauver son mari, d'éduquer son fils. On sent bien qu'il y a des choses là-dessus qui se recoupent. Le problème, c'est que c'est très mystérieux et ça reste probablement... Il y a eu des études sur le sujet, mais une grosse somme aussi puissante un outil aussi puissant que ce qu'a fait Campbell, je crois, reste à écrire dans le domaine des initiations féminines. À ma connaissance. Oui. Il y a un exemple peut-être dans les... Oui. Dans les séries récentes, c'est Buffy contre les vampires, oui. Qui est pour le coup une héroïne qu'on a forcée à devenir une héroïne parce que c'est un mythe ancestral que les hommes ont choisi d'ailleurs d'appliquer à des jeunes femmes et qui elle fait presque un récit initiatique à la fin de la série, dans la saison 7, pour transgresser tout ça, comprendre d'où vient son pouvoir et finalement décider de le briser et l'attribuer à toutes les filles qui ont le potentiel de devenir elles aussi des tueuses. Et là, elle fait presque, c'est pas un voyage de Campbell, mais elle fait un récit initiatique. Mais il y a cette notion de transmission du pouvoir qui est toujours intéressante. Ouais. Peut-être que la condition d'origine chez les femmes est forcée un peu, comme la maternité, on n'a pas spécialement le choix, c'est quelque chose qu'on nous donne de base. Et Buffy va faire un voyage justement pour casser ça et se rebeller contre un ordre établi et donner le pouvoir à toutes les femmes qui pourraient. Ça peut être aussi un bon point de départ sur la condition et le voyage. Mais on revient aussi à des mythes d'Amazon, donc ça qui étaient des choses et qui étaient traitées comme dans la mythologie classique comme des anomalies. Mais c'est des choses très compliquées à décrypter. Oui, Laurent? Oui, si je peux me permettre, c'est très intéressant sur Buffy, parce que, comme tu viens de dire, justement, Buffy renvoie au mythe de l'Amazone. Le mythe féminin dans Buffy, c'est Willow. Oui. C'est elle, le personnage nocturne, c'est elle qui représente, justement, le personnage, l'ésotérisme féminin, réellement. Et c'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure des saisons, face à Buffy Amazon, s'est développé le personnage de sorcière de Willow, qui n'était pas comme ça au départ. Mais pour répondre... Il y a aussi la symbolique lunaire sur les initiations féminines, avec les facettes de la lune, les cycles lunaires, ça c'est des choses très importantes. Justement, par rapport à des symboles qui arrivent comme ça, parfois presque en contrebande. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce que j'aime bien depuis quelques temps, moi, c'est de travailler sur des images qui arrivent alors que elles sont pas forcément nécessaires à la narration.
il y a quelques temps, je faisais un topo sur le mythe de l'épée. Bon, voilà. Donc, je passe un extrait des Nibelungen de Fritz Lang. Donc, Siegfried. Donc, mythe solaire par excellence, mythe viril par excellence. Le moment où il tue le dragon, où il forge son épée dans la caverne, comme Iron Man va forger. Bon, c'est exactement le même schéma. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Je parlais de Durand et des couleurs du tarot. Il va au château de Burgond pour aller conquérir une femme, puisque ça y est, il a l'épée, tout ça. Il arrive sur place pour demander la main de Clémile. Il arrive, mais c'est les frères de Clémile qui l'accueillent. Lui, il arrive tout héros et il dit voilà, donnez-moi la femme. Maintenant, les frères, ils commencent à lui taper dessus. On bat de coq, évidemment. Et à ce moment-là, Clémile apparaît, et je le savais, j'ai oublié. J'ai redécouvert en passant le film. Clémile arrive en haut de l'escalier, descend, et bien évidemment, à la main, elle tient une coupe. Coupe qui est un symbole féminin par excellence. Et elle calme le jeu. Et d'un seul coup, un nouveau schéma se met en place. Et ça, c'est fabuleux parce que ça, c'est un seul truc de mise en scène. L'épée a un rôle actentiel, là, c'est un seul mise en scène. Or, il y a eu cette idée qui est arrivée de la part chez Lang, chez les scénaristes, d'associer la coupe à l'épée. Et là, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que on est dans un domaine qui appartient à l'ésotérisme, pour moi, parce que les symboles ésotériques et les symboles inconscients, bien sûr, puisent aux mêmes sources. Oui, c'est clair. Se transmettent ensuite aux images. Et là, il y a quelque chose qui se met au travail et qui me paraît passionnant. Il y a aussi une chose qui me revient, c'est dans l'après-midi, j'avais parlé du Excalibur de John Borman. C'est très intéressant de voir que c'est Guenièvre qui rend sa virilité à Arthur en lui rendant l'épée. Donc il y a aussi des choses à ce niveau-là, la femme comme soutien de l'homme dans ces logiques-là. Alors c'est très malo-centré, je dirais, mais il y a des choses qui tournent autour de ça, de côté un peu, je dirais, intendance, c'est réduire et dévoiler la chose, mais il y a aussi ce côté-là qu'on voit dans pas mal de mythes, où la femme peut reprendre, c'est Dalila coupant les cheveux de Samson, ou rendre les moyens de son héroïsme, les moyens de son voyage à l'homme. Donc c'est très intéressant parce que là, ça fonctionne tout à fait dans des mécanismes où les deux systèmes se répondent. Mais comme je disais, il nous manque une partie. Pardon, vas-y. Il y a la dame du deuxième rang qui par rapport à la question des mythes du voyage du héros féminin, là on a parlé de Buffy pour ce qui est du héros moderne, mais je verrais peut-être dans l'Antiquité deux modèles très clairs de voyage du héros. La mythologie grecque, alors le fait que ça nous soit parvenu, ça vient peut-être aussi du fait que la société égyptienne était plus égalitaire, donc il y avait des parts de mythes féminins, des parts de mythes masculins, donc c'était plus communiqué, avec Sekhmet, qui va devenir folle, donc mort apparente puisqu'elle bascule dans la folie, et qui va être ramenée, qui va être raccrochée en devenant basse-tête, donc qui laisse les combats. Et aussi Isis qui part sauver son mari, qui fait des erreurs et qui apprend avec le fils, l'enfant royal dont elle est censée s'occuper, qu'elle cherche un rime mortel, mais elle manque de le tuer en charbon, elle oublie de planquer le cadavre de son mari, donc elle se fait déchiqueter. Elle devient mère, là aussi mort supposée, puisqu'elle se cache avec son fils. Et à la fin, lorsqu'elle l'a élevé, qu'elle en a fait Horus, qu'elle en a fait un prétendant sérieux au trône de son père, elle laisse tomber, elle lui laisse le combat, et elle n'intervient plus trop dans le mythe par la suite, une fois qu'il peut se débrouiller par ses propres ailes. Donc ça vient peut-être aussi des sociétés Oui, mais il y a Isis se réalise par sa manière de gérer sa maternité, enfin elle se réalise, c'est dans un rapport avec son mari et son fils, et c'est effectivement très dommage qu'on n'a pas ça a dû exister, parce qu'il y a un truc, si on remonte encore plus loin, vous allez en Turquie, les fouilles du néolithique, les premières sociétés palatiales. On a des temples avec la grande déesse et ses deux lions. Éventuellement, par la suite, en Europe, on a eu la grande déesse et ses deux chiens aussi. Avec des rôles de psychopompe de ces animaux apparemment, et le côté déesse de la fertilité, avec une déesse qui semble être la seule déesse toute puissante d'un certain nombre de sociétés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le néolithique, on n'a pas d'écriture, et c'est pas en connaissant les sociétés qui s'établissent à cet endroit-là par la suite qu'on sait s'il y a des restes, s'il y a eu des remplacements et tout. On ne peut pas, on a que la culture matérielle, et les symboles laissés pour pouvoir analyser les choses. Il y a la grande prêtresse crétoise aussi, la déesse au serpent crétoise, donc la déesse avec deux animaux. L'animal mythique par excellence en Crète, c'est le taureau, qui est alors là purement masculin, c'est la puissance virile par excellence. Zeus se transforme en taureau, etc.
Et on a cette déesse très mystérieuse, et pareil, sur les Minoens, on a très peu de textes. Les textes qu'on a, c'est des linéaires A ou B, c'est des carnets d'intendance du palais. C'est oui, ok, on sait qu'à telle date, le palais a reçu 18 amphores d'huile d'olive. On n'a pas les mythes. On n'a pas. Alors on a ce que les Grecs ont fait de tout ça, le labyrinthe, le Minotaure, ce genre de choses, mais c'est déjà de la deuxième main. Et la déesse seins nus avec un serpent dans chaque main qu'on retrouve à plusieurs fois en Crète. Elle est dans ce complexe mythique-là, sans doute, avec la déesse aux 2 lions, la déesse aux deux chiens. Et on n'en sait pas plus. Et on est il y a sans doute des choses qui se sont transmises, dont on a des traces dans des mythes plus récents. Mais aller les débuster comme étant traces de cette déesse-là, ça reste très conjectural et c'est des sables mouvants. C'est très dommage. Et là, oui, le truc, je suis très malheureux qu'on n'ait pas plus de la même manière que je suis très malheureux sur les mythologies slaves qui sont quelque chose qui me passionne et donc sur la christianisation nous en a rien laissé. Enfin, des bribes qu'on n'arrive pas à assembler. Sur cette grande déesse des féminines du Moyen-Orient, on sait qu'elle a existé, on sait qu'elle est là. Et on n'en sait pas beaucoup plus. Ça c'est très et dans les premières sociétés néolithiques où le culte de la fertilité devenait vraiment quelque chose de fondamental, il y a quelque chose. Et après on peut remonter encore plus loin, les déesses paléolithiques comme la Vénus de Brassempouy par exemple, il y a quelque chose. On n'a pas de figurines masculines de cette époque-là, c'est quand même intéressant. On a des quantités de figurines féminines. Les hommes sont dessinés sur les murs des cavernes, dans des scènes de chasse, dans des scènes de chamanisme, l'homme des tchernos, des hommes au bois de serre, etc., engagés dans des rituels. On a des statues féminines. Pourquoi? Et ça, oui, j'aimerais bien, mais si un jour on aura ces réponses-là, on ne sait pas du tout. Oui. Est-ce que l'imposition du voyage des héros à Hollywood ça a généré des conflits au niveau des réalisateurs et des scénaristes? Non, parce que tout le monde applique les mêmes recettes dans ce domaine-là. C'est pas l'idée, c'est que le high concept, après Hollywood jure beaucoup par le high concept. C'est donc trouver l'idée qu'on peut résumer en une ligne qui va faire un truc. Et après on applique à ce high concept. Ça va être, je sais pas, mettons, on va inventer Jason Bourne pendant la Révolution française. J'ai un high concept. Je peux le vendre à Hollywood, et puis je fais un truc vraiment épique, donc je me dis, tiens, le truc, il va échapper à la guillotine, et puis hop, de proche en proche, je vais me retrouver à appliquer le voyage du héros avec mon personnage qu'on n'avait peut-être pas besoin au départ. Donc c'est ces articulations-là du high concept qui vont faire les spécificités de chaque studio qui va avoir son gros concept va être persuadé d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or, avec souvent des choses pas forcément très fines ni très nouvelles en fait, parfois aussi de nouvel emballage. On s'aperçoit qu'on est dans des épidémies de remake, de suite, de reboot. Bon, il y a de temps en temps on a des projets originaux et ça fait le Arrival de Villeneuve par exemple qui moi m'a vraiment frappé dans le genre de film de l'imaginaire, mais on manque beaucoup de films par exemple de genre sont des redites de choses déjà existantes. On a le nouveau Robocop, le nouveau Conan, ce genre de choses qui sont pétris de bonnes intentions, avec plein de bonnes idées, et puis qui tombent un peu à plat. Ça remonte dès les années 90. Ça a toujours existé. Enfin, on a combien de Ben-Hur? Le truc, c'est-à-dire que le Ben-Hur qui est sorti récemment, c'est le 3e, hein. Avant celui de John Huston, 4. Ah, c'est le truc. Il y en a eu un dans les années 10. D'accord, parce que je connaissais celui c'était Cecil B. DeMille qui en avait fait un aussi. C'est le Art de 1912. Et ensuite, il y a le Fred Niblo de 26. Voilà. William Wyler en 58. Et le plus récent. La catastrophe récente. Mais vous ne comptez plus les 4 filles du Docteur March. Il y en a des caisses des 4 filles du Docteur March, les Grandes Espérances. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été. C'est un peu différent. Ce sont des adaptations de romans. Oui, donc ça, il y a mais pareil pour Ben-Hur aussi, remarquez. Mais on a des choses. On n'a pas encore eu de remake de Casablanca et je me dis Dieu merci, enfin de Citizen Kane, je me dis tant mieux. Mais on a parfois des projets, on a déjà vu des projets complètement. On se dit mais pourquoi faire Une autre question peut-être? Si on n'a pas, c'est pas grave. Juste pour l'anecdote, parce que ça m'a frappé. Justement à propos des structures, des schémas actentiels, justement, et c'est par rapport à ce que tu disais. Ce qui est amusant, c'est de voir que pendant très très longtemps, on a cité comme scénario modèle absolu celui qui dès qu'on faisait une école de cinéma, je suis passé par là.
on y avait droit en long large, c'est le scénario d'Ernest Lehmann pour La mort aux trousses de Hitchcock. Scénario fabuleux, tout y est, l'introduction, le plot point, le schéma absolument classique. À l'époque, on parlait pas de Campbell, du tout. Et c'est le scénario qui vraiment modèle. Je veux dire, le scénario de la double poursuite, de la mort aux trousses, de la construction du personnage, on nous l'a, mais alors, ce qui est amusant, c'est que maintenant, on voit qu'on peut appliquer Campbell sur ce film, que ça fonctionne remarquablement bien. Sauf que ça n'a pas été fait exprès à l'époque. Oui. Et donc, c'est là où, justement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est parce que Campbell fonctionne sur une structure finalement déjà établie. Mais qui sont aussi d'invariants psychologiques. Voilà. Où il y a, justement, c'est une analyse psychologique, où il y a une forme d'inconscient de la création de l'œuvre artistique, et quand on fait l'inverse, et de le faire, de plaquer de manière artificielle, ça fonctionne forcément beaucoup bien. Eh ben, Alex, je vais te remercier. Et puis je vais Tu conclus rapidement conclure, parce qu'on est quasiment dans les temps, à 2 minutes près, ce qui est inespéré vu le début de week-end qu'on a eu. Je voulais d'abord remercier les auteurs qui sont venus, les 6 auteurs, donc Alex, Laurent, Gaël, Raphaël, Patrice et Stéphane qui nous ont quittés trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Vraiment, quand le projet du colloque est apparu, il y a 2 ans maintenant, il y avait aucune justification, aucune excuse qui ferait que ça pourrait marcher. On a réussi à en faire quelque chose et c'est parce que des auteurs nous ont fait confiance. Et merci aussi donc aux Intergalactiques et à AOA qui nous a accueillis, parce que sans eux, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de rétroproche, il n'y a pas de moyen de faire venir les auteurs. Donc merci énormément. Merci aux gens qui sont venus nous écouter. On finit avec une salle beaucoup plus pleine qu'avec celle avec laquelle on a commencé hier. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que sur les 4-5 dernières interventions, il y a eu des questions, il y a eu des débats. On a parfois explosé les timers, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. C'est ça qui est bien. Ben oui. Et du coup, ben voilà, dans ce colloque, ce qu'on voulait à la base, c'était montrer qu'il y a une certification AOC Campbell qui fait que sur tout scénario, sur tout voyage, sur tout héros, on peut appliquer la même recette et que ça marche. Et ça, c'était on va dire le prérequis de départ et que c'était l'intervention de Laurent pour ouvrir ça. Et toutes les autres interventions, peut-être à l'exception de celle de Raphaël, voulaient montrer que à partir de ça, en fait, le mammouth qui cache le reste des mammouths en fait, qui cache tout le reste, qui cache tout ce qu'on peut déduire de façon intelligente et réflexive sur le héros, sur tous les mythes qu'il y a autour. Et j'espère qu'avec ce qu'on a pu faire, avec les actes qui sortiront, je l'espère, relativement vite, on arrivera à poser une pierre, puis une deuxième, etc., sur une réflexion qu'on fait, je trouve, trop peu à l'heure actuelle concernant la pop culture. Donc nos cultures populaires, que ce soit le manga, la musique, etc., autour de ces figures héroïques auxquelles on s'identifie tous à un moment donné, en bien, en mal, peu importe, et j'espère vraiment que ça pourra être utile par la suite, parce que moi, en tout cas, ça m'a déjà été beaucoup utile. Merci beaucoup. Merci.